Dans l'est de la RDC, un an après la prise de Goma, alors que les efforts diplomatiques semblent toujours impuissants à ramener la paix, nous recevons ce soir l'opposant et ancien Premier ministre congolais Matata Ponyo. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Politique économique dans un pays en développement aux éditions Espérance. Alors avant d'aborder ces thèmes, l'actualité, c'est aussi votre condamnation pour détournement de fonds publics en mai 2025. Depuis, vous avez fui la RDC. Pourquoi, monsieur Matata Ponyo? D'abord, je dois préciser qu'en ce qui me concerne, du point de vue du droit, je n'ai jamais été condamné. Et pourquoi? Parce que la constitution congolaise, sur base de laquelle toute la justice doit être prononcée, recommande à ce que tous les citoyens soient jugés conformément à la loi. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le C'est ce cas. que vous dénoncez aujourd'hui, mais pourquoi avoir fui? Non, il faut d'abord comprendre que si quelqu'un n'a pas été jugé, il a le droit de se protéger. Pourquoi est-ce qu'on doit juger quelqu'un en dehors de la loi? Laissez-moi vous protéger dire, contre quoi? la Constitution, les lois du pays ont été jetées pour uniquement condamner quelqu'un qui a refusé de travailler avec le gouvernement. Tu sais qu'elle dit? Et je ne suis pas obligé, madame, conformément à ma quête de dignité, à ma quête d'honneur, de pouvoir travailler avec un régime qui est totalement versé dans le détournement des fonds publics et dans la corruption. Mais pourtant, vous avez toujours dit être disponible pour vous défendre devant les juges. Mais c'est ce que je fais pendant 4 ans. Laissez-moi vous dire, lorsque j'ai été traduit en justice, j'ai conseillé à un président africain qui m'a demandé de rester dans son pays et d'avoir tous les documents nécessaires. J'ai refusé parce que, ayant investi dans la dignité, dans l'honneur des hommes politiques intègres en Afrique, je ne pouvais pas me soustraire de la justice. Est-ce que vous Et je suis venu... comptez saisir d'autres instances judiciaires? Mais écoutez, madame, je crois que ce procès se rouvrira et la vraie justice sera donnée un jour. Parce que ma dignité et mon honneur ne peuvent pas être traînés dans la boue par des juges. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et ces Alors, juges... ce sont des raisons tribales, selon vous. Mais c'est un jugement tribalo-ethnique. Pour en revenir à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, il y a un an, Goma tombait aux mains des rebelles de l'AFC M23. Comment résoudre la crise dans l'est de la RDC? Crise qui existait déjà quand vous étiez au pouvoir. J'étais Premier ministre, madame, je l'ai dit devant vous, autour de ces plateaux modernisés, félicitations. Et la guerre, elle ne peut être gagnée que par une armée disciplinée. La mère de l'armée, c'est la discipline, la gouvernance. C'est ce que moi je fais quand j'étais Premier ministre. J'ai apporté la gouvernance dans la gestion de tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur de la défense. Mais l'insécurité était déjà là. Mais oui, mais on a mis fin à ces mouvements. Aujourd'hui, les gens regardent la rébellion. Mais quels sont les problèmes profonds de la rébellion? C'est la mauvaise gouvernance. Jamais la RDC n'a été mal gérée comme elle est aujourd'hui. Donc c'est un problème de leadership, comme vous l'écrivez dans votre livre. Mais c'est un problème de leadership, madame. Voilà l'importance de ce livre. Et un problème de gouvernance. On ne peut pas avoir un pays avec 5 milliards de dollars de budget. Quand j'étais Premier ministre, les salaires étaient payés le 15 du mois, les routes étaient modernisées, les compagnies ont été créées, compagnies aériennes, compagnies de transport en commun, avec un budget de près de 16 milliards, toutes les routes sont défoncées, toutes les compagnies sont tombées en faillite, les gens ne sont plus payés, la monnaie se déprécie. Bref, c'était une catastrophe naturelle avec au centre la mauvaise gouvernance, un déficit chronique de leadership.
Dans tout cela, que pensez-vous des accords de Washington et de Doha? Mais écoutez, les accords externes, tant qu'ils ne sont pas basés sur la confiance entre les acteurs politiques, tant que ce n'est pas basé sur la confiance entre la population et les dirigeants, mais rien ne vaut. C'est pour ça que nous, Sauvons la RDC, un mouvement qui est né au Kenya, à Nairobi, nous recommandons, comme les évêques de la Sainte-Co et de l'Église protestante, les CC, qu'il y ait un dialogue. Parce qu'en effet, madame, tout le tous les accords externes, Doha, Washington, Angola et ceci, ne peuvent porter des fruits que si la confiance est rétablie. Et cette confiance ne peut être rétablie que par un dialogue inclusif entre le peuple. Alors, vous avez vu à Nairobi, aux côtés de l'ancien président Joseph Kabila, avec la plateforme de l'opposition Sauvons la RDC. La plupart de ces acteurs, dont vous, est en exil. Comment alors agir sur la RDC depuis l'extérieur? Écoutez, nous essayons de travailler pour discuter avec tous les partenaires, notamment la communauté internationale, pour démontrer qu'en effet, le problème de la RDC, ce n'est pas un problème de la rébellion. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est à la base de cette rébellion? C'est la mauvaise gouvernance chronique, une gestion pratiquement fondée sur la famille, fondée sur la tribu, fondée sur le copinage. Vous dites dans votre livre quel type de régime est le plus à même de développer un pays, démocratie ou régime autoritaire? Quelle est votre réponse? En quelques secondes, on a plus. Tout à fait. La problématique du développement économique, tel que je le définis dans ces livres, est fondée dans le pays en développement, dans les pays africains, sur la qualité du leadership. En effet, l'Afrique est en panne des leaders. L'Afrique n'a pas de leaders. L'Afrique a des dirigeants qui s'occupent de leur propre ventre, de leur propre famille, de leurs propres amis, alors que l'histoire du développement économique, tel que c'est repris dans ce livre, c'est une histoire fondée sur des hommes et des femmes qui, comme Aristote, comme Platon, demandaient à ce qu'une politique économique soit au profit du peuple et non pas au profit des individus. Merci Matata Ponyo. Je rappelle que vous êtes opposant et ancien Premier ministre congolais. Vous publiez